Non, je pas. OK. Désolé, on fait juste, installer la présentation. Bonjour, je me présente. Je suis Yannick Blain. Je suis gestionnaire de l'équipe de géomatique de la cartographie des zones inondables ici à RNCAN. Aujourd'hui, on a au nom de Sécurité publique et Ressources naturelles Canada, on aimerait vous souhaiter la bienvenue à la présentation du guide d'orientation sur les procédures hydriques et hydrauliques fédérales pour la délimitation des zones inondables version 1.0. Le guide a été publié le 5 septembre 2019. Le guide fait partie d'une série de guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables. Le développement de ce guide est effectué sous la supervision du Comité de la cartographie des zones inondables, qui a pour but d'accroître la résilience des collectivités canadiennes face aux inondations grâce à des mesures d'atténuation, y compris pour offrir du support à la cartographie des inondations, qui représente un outil essentiel à la compréhension des risques d'inondation. Juste pour vous laisser savoir, le webinaire aujourd'hui est enregistré, donc si jamais on va le mettre à la disposition des gens plus tard s'ils veulent le réécouter. On vous demande aussi, pendant la présentation, si vous pouvez garder vos questions pour la fin, puis on va tenter d'y répondre. Là. Il va y avoir une période de questions. Aussi, si vous préférez, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc on peut ouvrir les questions pour le mode vocal, mais vous pouvez aussi l'écrire dans le chat, puis on va tenter d'y répondre. La présentation aujourd'hui va être faite par M. François-Julien Delisle d'Aquasfera. Puis, c'est lui qui va vous présenter les faits saillants du guide dont on parle. Donc, sans plus tarder, je vais laisser M. François-Julien nous faire la présentation. Bonjour tout le monde. Merci Yannick. J'espère que tout le monde m'entend bien. C'est ça, donc moi, je suis directeur technique chez Aquasfera. Nous, on fait partie du groupe de travail technique là, qui a travaillé sur ce guide-là. On a aussi travaillé sur la traduction de la version en français du guide. Donc, le guide des procédures hydrologiques et hydrauliques fédérales cadre dans un ensemble de guides d'orientation sur la cartographie des zones inondables. La plupart de ces guides-là ont déjà été publiés ou sont sur le point de l'être. Il faut savoir que le guide d'orientation original a été créé en 1976 et a été produit dans le cadre du programme de réduction des endommagements causés par les inondations. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une mise à jour de ce premier guide-là. Et cette mise à jour-là a été initiée en 2015 dans le cadre du Programme national d'atténuation des catastrophes. C'est donc cette nouvelle version-là qu'on vous présente aujourd'hui. C'est une première version du guide. Cette version-là présente surtout des orientations, des bonnes pratiques pour les analyses hydrologiques et hydrauliques. C'est en quelque sorte un bon aide-mémoire pour la réalisation de ce genre d'analyse-là. Il faut savoir que le document va être bonifié au fil des mises à jour subséquentes. Il y a plus d'informations techniques qui seront éventuellement ajoutées. Donc, le contenu du guide, on va vous présenter ça un peu plus dans le détail. En fait, ici, on a un aperçu des principaux thèmes. Pour chacun de ces thèmes-là, il y a des lignes directrices qui sont présentées sans trop entrer dans les détails techniques. Et après ça, au cours de la lecture de la section, on se rend compte qu'il y a un petit peu plus de détails qui sont donnés. Puis à la fin, on a une section qui présente les principales orientations de la section. Donc, au début du document, on a un récapitulatif puis une mise en contexte du cadre de la cartographie des zones inondables, de la série de guides fédéraux produits ou en cours de production. En ce qui concerne les procédures hydrologiques, on y présente les principales méthodes pour l'établissement des débits de crue. Ensuite, il y a la section sur l'analyse hydraulique qui, elle, est axée plus spécifiquement sur la modélisation numérique pour l'établissement des codes de crue. On a aussi une section complète sur les effets de la glace.
Il y a une section qui traite de considérations particulières pour les zones côtières ou les lacs de grande superficie. On fait aussi l'état de la situation concernant les changements climatiques. Et on nous présente là, les données qui sont disponibles là, pour réaliser les analyses en lien avec les changements climatiques. Finalement, on fait un résumé des sources d'incertitudes qui sont fréquentes dans le domaine. Mais il y a des rappels là, qui nous indiquent que c'est vraiment important de bien documenter les différentes sources d'incertitudes. Et on traite aussi, en plus de cette section-là, on traite des différentes sources d'incertitudes dans chacune des autres sections précédentes. Donc, il y a 4 principaux objectifs. Le guide a 4 principaux objectifs, soit de décrire les normes de diligence qui sont attendues de la part des professionnels qualifiés qui fournissent des services techniques dans le domaine de la cartographie des zones inondables. Il y a aussi comme objectif de décrire les différents types d'inondations survenant au Canada. On parle ici, entre autres, des inondations de type riveraine, pluviale, côtière et celles attribuables à la glace. On a aussi comme objectif de guider les professionnels dans la réalisation des analyses hydrologiques et hydrauliques dans un contexte de cartographie des zones inondables. Finalement, le guide a pour objectif de fournir des conseils sur la façon dont les processus non stationnaires devraient être traités. On pense entre autres là, à ce qui a trait au changement climatique. En allant un peu plus dans le détail, là, dans la section des procédures hydrologiques, on commence dans la section à parler des exigences en matière de données. C'est sûr que les données géospatiales de qualité sont essentielles pour ce genre d'analyse-là. Il y a justement 2 autres guides de la série qui traitent de l'acquisition de données. Un guide notamment sur le LIDAR et un autre spécifique à la géomatique. Les données hydrométriques, quant à elles, sont également très importantes. On nous rappelle là qu'il y a les différentes sources où on peut trouver ce genre de données-là, soit les relevés hydrologiques du Canada ou dans le cadre du Québec, on a le réseau hydrométrique québécois. Il y a aussi auprès des opérateurs de barrage qu'on peut généralement trouver des données appropriées. Concernant les crues historiques, bon, il y a différentes sources qui peuvent être intéressantes, notamment les articles de journaux, les registres municipaux, la mémoire des riverains aussi, par exemple. Mais il faut faire attention, par contre, aux différents niveaux de perception et les contextes dans lesquels ces informations-là ont été colligées. En ce qui concerne les données météorologiques, sont essentielles à la modélisation hydrologique. On nous rappelle qu'Environnement Canada possède des données pour environ 8700 stations, dont 1566 sont actuellement actives. Concernant la régularisation des débits, qui peut engendrer la non-stationnarité des données. Donc, c'est important d'en tenir compte. Puis, il y a différentes techniques qui sont présentées, notamment le routage inversé ou l'intégration de structures de contrôle dans les modèles hydrologiques. Puis ensuite, on décrit là, différentes autres sources de données, notamment les photos aériennes qui peuvent être utilisées, l'imagerie par drone qui est de plus en plus populaire ou les images satellites. Il y a aussi les délaissés de crues qu'on peut observer là, après le passage d'une crue. Il y a aussi la science citoyenne qui est intéressante. Aujourd'hui, la plupart des gens ont un téléphone mobile avec eux, peuvent prendre une photo et activer le service de géolocalisation. Ça peut être utile aussi, ce genre de données-là, pour réaliser les analyses. Donc, c'est important de bien documenter au fur et à mesure toutes les sources de données, puis faire un contrôle de la qualité sur les données. La documentation sur la qualité, c'est vraiment important. Ça pourrait vraiment aider dans le futur à faire un choix éclairé sur les études qui doivent être mises à jour. Ensuite, on décrit un peu l'analyse fréquentielle des crues. On nous rappelle les hypothèses clés, soit d'avoir des variables aléatoires et indépendantes tirées d'une population homogène. On fait aussi des mises en garde sur la qualité pas la qualité, mais la période des relevés qui doit être supérieure à 10 ans. On nous mentionne aussi que c'est important d'éviter d'extrapoler les probabilités de dépassement annuel à plus du double. Par exemple, si on veut faire une analyse sur une crue 50 ans, sur une crue 100 ans, on aurait besoin d'avoir un minimum de 50 années de données pour bien faire l'analyse.
faut s'assurer que les données enregistrées durant la période sont représentatives en évitant les périodes de crue exceptionnellement basses ou exceptionnellement élevées. C'est important d'examiner les données et d'identifier toutes les données qui sont aberrantes. Les données manquantes, quant à elles, devraient autant que possible être remplacées par des sources alternatives. Il y a de nombreuses distributions qui sont utilisées, qui sont possibles d'être utilisées. Il y a une variété de logiciels qui permettent de réaliser des analyses fréquentielles de crue également. Il existe des distributions institutionnelles, certaines institutions qui ont adopté des distributions en particulier. Ce qui est important, dans le fond, c'est de bien documenter tous les résultats de l'analyse fréquentielle de crue, le logiciel utilisé, les données d'entrée, les tests de conformité, les différents résultats. Finalement, il y a l'analyse régionale qui est discutée aussi. Cette analyse-là a permis de développer des outils d'évaluation de débit qui sont très utiles pour réaliser des évaluations préliminaires ou faire des vérifications. Quand on parle de stationnarité, ben, il faut rappeler qu'elle peut être influencée par différents types de changements, soit au niveau du sol ou du développement urbain, par l'érosion des cours d'eau également, les changements climatiques. Il y a une évaluation de la stationnarité qui est requise d'être faite dès le commencement du processus. Quand on parle de la modélisation hydrologique, il faut éviter de choisir des modèles qui sont soit trop simples ou trop complexes. On doit faire vraiment un choix éclairé en fonction notamment de la disponibilité des données puis des résultats attendus. Ce qui est important dans le fond, c'est qu'on produise un modèle qui est en mesure de produire des résultats raisonnables et stables. Le modèle devrait être calé en utilisant des données d'entrée et de sortie connues, des niveaux d'eau associés avec des débits, par exemple. On devrait aussi faire une validation de la modélisation à l'aide d'un sous-ensemble de données qui aura été mis de côté, qui n'aura pas été utilisé pour le calage lui-même. Les modèles devraient faire l'objet d'une analyse de sensibilité et aussi d'une analyse sur l'incertitude en incluant toutes les sources potentielles d'erreur. L'analyse hydraulique, quant à elle, est effectuée pour convertir les débits estimés en niveau d'eau tout au long du cours d'eau. En fait, on détaille un peu les types de modèles qui existent, notamment ceux, on a des écoulements permanents ou des écoulements variables. On peut choisir un modèle en une dimension ou en deux dimensions ou des modèles combinés 1D, 2D. Il existe aussi des modèles quasi 2D. Il y a même aussi des modèles en trois dimensions ou les modèles physiques. Dans cette section-là, il y a un tableau résumé là, qui nous facilite la sélection du modèle. Il faut se poser certaines questions. C'est quoi la puissance de calcul disponible? Est-ce que j'ai des structures à modéliser tout au long de mon cours d'eau? Est-ce que les patrons d'écoulement sont simples ou complexes? C'est quoi la qualité des données et la quantité des données disponibles également? Quant aux effets de la glace, on a une section qui traite du sujet. En fait, il est important de considérer les inondations attribuables à la glace lorsque on analyse un secteur où il y a un historique connu d'embâcle. Donc, dans la section, on décrit là, les conditions qui influencent la formation des embâcles, notamment la caractérisation des canaux, les types de glace, le régime de fonte, les processus conduisant aux embâcles du début de la période de gel et jusqu'à la débâcle sont présentés. On parle aussi des deux méthodes normalisées qui sont présentées, soit l'analyse conventionnelle, qui est une méthode directe, et l'analyse fréquentielle synthétique, qui est une méthode indirecte. En ce qui concerne les inondations dans les zones côtières, en fait, on présente les processus physiques, notamment les marées astronomiques, les zones de tempête, les sèches, les processus de formation des vagues. On parle même des tsunamis et du changement du niveau mondial de la mer. Il existe différentes sources de données, mais la plus répandue, ce sont les données qui proviennent des marégraphes du Service hydrographique du Canada. Il y a environ 87 stations opérationnelles permanentes, principalement situées dans les grands lacs ou dans les ports. On peut aussi installer des bouées océanographiques pour qualifier l'effet des vagues ou faire des simulations de vagues également.
On peut aussi, sous certaines réserves, faire appel à l'altimétrie satellitaire. Il y a différentes méthodes d'estimation qui sont présentées. On parle de formules empiriques ou d'analyse de relevé du niveau à long terme. Il y a aussi la modélisation numérique qui peut être utilisée. En ce qui concerne l'analyse fréquentielle, on différencie les analyses soit en utilisant un maximum annuel ou des seuils de dépassement. On peut même faire de l'analyse de probabilité conjointe. Il est aussi important d'évaluer l'augmentation du niveau futur de la mer dans nos analyses parce que la remontée des vagues, ça peut être vraiment important pour ce genre de cartographie-là. Faut garder en tête que si on veut réaliser de la modélisation numérique, cette approche-là va exiger beaucoup plus de données, de l'expertise également, puis c'est des analyses qui peuvent être beaucoup plus coûteuses que les modèles plus simples. On y présente 5 types de modèles numériques dans cette section. Concernant les changements climatiques, la section présente une description des éléments nécessaires à l'intégration des effets dus au changement climatique, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Il existe des modèles sophistiqués pour représenter les changements climatiques anticipés, mais ces modèles-là sont imparfaits. D'ailleurs, les modèles mondiaux possèdent des biais à l'échelle du bassin versant. C'est essentiel de faire un post-traitement statistique et d'effectuer une réduction d'échelle pour que ces modèles-là puissent être utilisés. Comme on l'a dit un peu tantôt, c'est important de prendre en considération l'augmentation du niveau de la mer, d'en faire une prévision autant que possible. Au niveau de l'incertitude sur l'évaluation des risques d'inondation, on y décrit les processus qui sont physiques tout au long du guide. Puis ces processus physiques-là sont complexes et incertains. Les méthodes de représentation de ces processus physiques-là ont également leurs limites. C'est important de bien colliger toutes les sources d'incertitude. C'est important que l'incertitude soit reconnue, quantifiée et gérée. Sachant que les zones inondables sont établies dans un contexte actuel, il faut autant que possible anticiper toutes les modifications futures qui auront lieu à l'intérieur du bassin versant qui pourront avoir un effet sur l'établissement des zones inondables. Les différentes hypothèses de modélisation devraient être revues périodiquement pour s'assurer que les résultats sont toujours d'actualité. Finalement, comme on l'a dit plus tôt, il s'agit d'une version 1.0 qui sera appelée à évoluer. La directive est destinée à être permanente et elle sera mise à jour et développée en fonction des différents commentaires qui seront reçus des différents partenaires techniques. Donc, on serait rendu à la période de questions. Si vous en avez, je vais vous inviter à soit les écrire. Je ne sais pas, Yannick, si tu veux toujours ouvrir les micros. Oui, donc absolument, si les gens ont des questions, soit vous nous les envoyez par chat ou on peut ouvrir les micros, là, puis on va tenter de répondre à vos questions. Donnez-nous juste un instant, là, on essaye de trouver comment enlever le mute là, sur... je pense qu'on l'a. Oui, c'est ça. OK, donc là, vous devriez être capable de parler, puis on vous demanderait juste le temps, si vous ne parlez pas, si vous pouvez vous mettre sur mute de votre côté. Donc, il n'y a pas, avez-vous pas de questions, de commentaires? Sinon, les adresses courriels sont à l'écran. Les gens pourraient écrire à Robin s'ils ont des questions particulières. À moi-même, je pourrais vous transférer les questions si j'en reçois aussi de mon côté. Bonjour, j'ai envoyé une question par chatbox. Ah, désolé, on ne l'a pas vu. Ah, voyons. Est-ce que vous pouvez nous la poser? Parce que, disons, on l'a. Bien sûr. Bon, d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir, du point de vue des municipalités, quelle va être la portée réglementaire de cette directive que vous proposez?
Est-ce que tu veux répondre, Yannick? Oui, mais en fait, au niveau du guide hydraulique, comme j'ai mentionné au début, on a ce guide-là fait partie d'une série de guides d'orientation fédéraux. Puis il y a un guide qui est développé spécifiquement sur j'ai oublié le titre exactement du guide, là, sur l'aménagement du territoire. On travaille avec désolé, j'ai juste l'acronyme en anglais, le CIP, le Canadian Institute of... ouais, c'est justement sur l'aménagement du territoire des zones à risque d'inondation. Donc, ce guide-là est présentement en développement. On a-tu un target pour... J'espère pour la fin du mois de mai. Vers la fin du mois de mai, on devrait avoir une première version là, de ce guide-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un arrimage prévu entre le guide d'orientation que vous proposez et ça devrait être intégré dans le guide sur l'aménagement. C'est bien ça? Oui. Les portions liées à l'aménagement du territoire devraient être dans le nouveau guide. Je ne sais pas si c'est ça votre question. Il y avait-tu quelque... Oui, ça répond à ma question. J'ai une deuxième question. Dans les pratiques que je voyais dans le milieu de la consultation, on parlait de plus en plus de l'approche avec les 3 H, hein, non seulement hydrologique, hydraulique, mais aussi hydrogéomorphologique. Vous le traitez là, dans ce guide-ci comme étant un processus non stationnaire, notamment en termes là, des espaces de liberté puis de l'érosion régressive là, des berges. Pourquoi ne pas avoir adopté le 3 H directement? Je pense qu'on devrait adresser la question à Robin. Oui, c'est assez spécifique. On prend votre question en note. Ça, aujourd'hui, on a M. François Julien qui nous fait la présentation en français d'Aquasphéra. Mais notre ingénieur principal qui a travaillé sur le document va faire la présentation demain en anglais. Il est principalement anglophone, donc on va prendre la question en note, puis on va vous revenir avec une réponse le plus tôt possible. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? De mon côté, je ne vois pas rien écrit dans la boîte de chat. Je ne sais pas si des gens ont écrit là-dedans. On ne voit pas rien, nous non plus. Ouais, juste un instant, là, on va juste en... Ouais, en fait, nous, on n'a rien non plus de notre côté pour la boîte de chat. Mais par contre, donc, ben, merci d'avoir participé à la présentation. Si jamais vous pensez à d'autres questions ou si vous avez des commentaires par rapport au guide, il n'est jamais trop tard. Là, vous pouvez nous envoyer un courriel, puis on va tenter d'adresser vos questions, vos commentaires. Peut-être juste quelques autres choses avant qu'on finisse la présentation. Juste vous mentionner qu'on va avoir d'autres événements qui s'en viennent prochainement. On a la présentation du guide qui va être faite en anglais demain à 1h. On va avoir aussi, on a un nouveau guide de géomatique qui va sortir, qui est sorti en fait. Je me suis trompé tantôt dans le fond. C'est la date de publication que j'ai dit le 19 septembre. En fait, c'est le guide de géomatique qui a été publié à cette date-là. Le guide de hydrologie et hydraulique qui a été publié au mois de mai. Donc, pour le guide de géomatique, le 12 et 13 octobre, on va avoir novembre. Désolé, novembre. Le 12 et 13 novembre, on va avoir des webinaires pour un peu passer à travers comme ce qu'on vient de faire ici. Puis aussi, on organise en collaboration avec la CRH un atelier d'une journée
dans la région de Montréal sur la cartographie des zones inondables et les changements climatiques. Je pense que vous devriez aussi avoir eu une invitation pour ça. Puis la journée, désolé, l'atelier va se tenir le 19 novembre. Donc, c'est pas mal ça. Encore une fois, je vous remercie d'avoir participé à la présentation. Puis, on espère vous voir au prochain aussi. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup.